Attention, cette vidéo contient des images et des propos choquants qui peuvent heurter la sensibilité de certains spectateurs. Le 13 novembre 2015, la France a été frappée par une série d'attaques terroristes brutales et sans merci, qui ont laissé une empreinte indélébile sur notre société. Les terrasses de cafés et de restaurants ont été criblées de balles par des extrémistes islamistes et le Bataclan a été envahi par des terroristes. Dans cette vidéo, je vais explorer certaines zones d'ombre autour de ces événements tragiques, en me basant sur un rapport d'enquête parlementaire et sur les témoignages de nombreuses victimes. Mon intention n'est pas de tomber dans un voyeurisme malsain ou de céder au complotisme, mais plutôt de rétablir la vérité, d'encourager les témoignages et d'essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Bien que les principaux médias aient affirmé qu'il n'y a pas eu d'acte de torture ni de décapitation, une rumeur a commencé à se propager, notamment après la sortie du rapport d'enquête parlementaire que nous allons examiner dans cette vidéo. Pour l'information de la commission d'enquête, Monsieur Pété, pouvez-vous nous dire comment vous avez appris qu'il y a eu des actes de barbarie à l'intérieur du Bataclan, décapitation, éviscération, énucléation? Après l'assaut, nous étions avec des collègues au niveau du passage Saint-Pierre-Amelot lorsque j'ai vu sortir un enquêteur en pleurs qui est allé vomir. Il nous a dit ce qu'il avait vu. Je ne connaissais pas ce collègue, mais il avait été tellement choqué que c'est sorti naturellement. Les actes de torture se sont passés au 2e étage ? Je pense, car je suis entré au niveau du rez-de-chaussée où il n'y avait rien de tel. Seulement des personnes touchées par des balles. Je crois que certaines choses n'ont jamais été dites. Je pense que l'on pourrait peut-être à ce stade éclaircir les choses. Des corps n'ont pas été présentés aux familles parce qu'il y a eu des gens décapités, des gens égorgés, des gens qui ont été éviscérés. Il y a des femmes qui ont pris des coups de couteau au niveau des appareils génitaux. Tout cela aurait été filmé en vidéo pour Daesh. Il me semble, les victimes en ont parlé. Ces actes ont été commis par les 2 survivants. Les exactions sur les gens se sont déroulées à quel endroit ? À l'étage. Cela se passe après que l'individu que vous avez blessé est remonté ? Je pense même que ça s'est produit avant, mais ce n'est que mon avis personnel. Pendant que nous fixions un terroriste à la porte de secours, un autre faisait toutes ces choses ignobles à l'étage. Je crois savoir que des vidéos sont parties. On peut le savoir si l'on a récupéré les portables des victimes. On les a ? Ils se sont fait exploser. Il y a eu des personnes décapitées, égorgées, éviscérées. Il y a eu des mimiques d'actes sexuels sur des femmes et des coups de couteau au niveau des appareils génitaux. Si je ne me trompe pas, les yeux de certaines personnes ont été arrachés. Les terroristes du Bataclan ont-ils commis des décapitations ou des mutilations ? Des décès se sont-ils produits autrement que par fusillade ou explosion ? Nous sommes saisis d'informations contradictoires dont certaines nous ont été communiquées lors de nos auditions qu'il faut éclaircir. En effet, la commission est troublée par ces informations, qui n'ont filtré nulle part. Ainsi, le père de l'une des victimes m'a adressé la copie d'une lettre qu'il a transmise au juge d'instruction, que je cite en résumant. Sur les causes de la mort de mon fils, à l'Institut médico-légal de Paris, on m'a dit, et ce avec des réserves compte tenu du choc que cela représentait pour moi à cet instant-là, qu'on lui avait coupé les testicules, qu'on la lui avait mis dans la bouche et qu'il avait été éventré. Lorsque je l'ai vu derrière une vitre, allongé sur une table, un linceul blanc le recouvrant jusqu'au cou, une psychologue m'accompagnait. Cette dernière m'a dit « La seule partie montrable de votre fils est son profil gauche ». J'ai constaté qu'il n'avait plus d'œil droit. J'en ai fait la remarque, il m'a été répondu qu'il lui avait crevé l'œil et enfoncé la face droite de son visage. D'où des hématomes très importants que nous avons pu tous constater lors de sa mise en biais. Le directeur de la police judiciaire de l'époque nie absolument avoir eu connaissance de ces actes atroces et conteste leur véracité en raison de l'absence de toute arme blanche retrouvée sur les lieux. Certains des corps retrouvés au Bataclan étaient extrêmement mutilés par les explosions et par les armes, à tel point qu'il fut parfois difficile de reconstituer les corps démembrés. Autrement dit, les blessures que décrit ce père peuvent aussi avoir été causées par des armes automatiques, par les explosions ou par les projections de clous et de boulons qui en ont résulté. Ce qui a particulièrement attiré mon attention, c'est la façon dont François Molin a catégoriquement nié tout acte de barbarie sur le corps des victimes. C'est une rumeur,
Les médecins légistes ont été formels. Il n'y a pas eu d'acte de barbarie, pas d'utilisation notamment d'armes blanches. Selon un témoignage, les testicules d'une personne auraient été coupés, mais aucune constatation n'a permis de le corroborer. Donc les médecins légistes affirment qu'il n'y a pas eu de torture, mais une victime avait les parties génitales sectionnées, selon un père de famille et un policier, alors qu'ils ne se connaissent pas mutuellement. Le témoignage d'une autre victime relayé par Le Monde vient corroborer ces deux versions et penche donc la balance en faveur de la torture. Alice s'est réfugiée avec 25 autres personnes dans un KGB à droite de la scène. À un moment, ils se sont intéressés à notre porte. Ils disaient « Sortez, c'est le raid !» Mais de l'autre côté de leur porte, si les chargeurs sont vides, le massacre continue. On entendait hurler, puis plus rien. Alice et ses compagnons pensent alors que les assaillants achèvent les blessés, peut-être à l'arme blanche. C'est des francophones, précise-t-elle. Des gamins qui riaient d'un rire d'adolescence en demandant à un mec de baisser son pantalon. Ce témoignage est troublant, surtout quand on apprend qu'un des terroristes a ordonné à un otage de baisser son pantalon, ce qui, une fois de plus, valide la version du brigadier chef et du père endeuillé. En poursuivant mes recherches sur internet pour tenter de trouver des preuves supplémentaires qui confirment ou infirment cette possibilité, je suis tombé sur des captures d'écran d'une conversation publique sur Twitter, d'une potentielle rescapée et d'un autre internaute qui se moquait d'elle. Sa réponse glaçante fait écho au précédent témoignage. Ce n'est pas une preuve viable, mais ajouté au reste, cela renforce l'hypothèse que les victimes aient subi des décapitations. Le compte de la victime a été désactivé dans la foulée. Censure, nous ne le saurons pas. Un récit bien plus crédible et impactant nous pousse à croire que les terroristes ont effectué ces crimes. C'est le témoignage livré à l'AFP d'un des policiers d'élite qui a neutralisé les terroristes. Au premier étage, une dernière porte sépare les forces de l'ordre des assaillants. Il est 23h15. Soudain, les hommes de la BRI entendent une voix. C'est un otage. Il sert de porte-parole aux terroristes. Il nous crie que les terroristes sont là avec eux et que si on ouvre la porte, ils vont tout faire sauter. Mais pour nous, partir n'est pas une option possible, explique le policier. Le négociateur de la BRI entre alors en action. Un des terroristes a accepté de donner un numéro de portable. Entre 23h30 et minuit 20, ils s'appellent à 5 reprises. Mais les discussions n'aboutissent pas. Ils ne veulent pas libérer les otages, ils disent « Barrez-vous, sinon on tire et on décapite les personnes coincées avec nous ». Ils parlent de la Syrie, du fait qu'ils ripostent parce qu'on les a attaqués. Ils veulent absolument parler aux médias aussi, ce que nous ne pouvons accepter. Les terroristes ont eux-mêmes évoqué la possibilité de décapiter les otages, ce qui est une pratique courante chez les islamistes. Cependant, les témoignages des otages qui ont survécu à l'assaut final n'ont pas mentionné publiquement la présence de couteaux. Par conséquent, il est probable que les éventuelles tortures et décapitations aient eu lieu avant l'arrivée de la police et avant que les preneurs d'otages soient retranchés dans une pièce avec les derniers captifs. Le fait que les exactions aient été cachées dans d'autres cas similaires comme les JO de Munich ou pendant la guerre d'Algérie soulève également la question de la véracité des déclarations officielles. Couper les parties génitales pour les mettre dans la bouche d'une victime nous rappelle ces exécutions spectaculaires qui a été la signature du FLN. Les policiers ont mis plus de 2 heures pour arriver à la pièce où les terroristes se trouvaient avec les otages, laissant planer le mystère sur les activités des assaillants durant ce temps. Le témoignage de plusieurs rescapés fait pencher d'autant plus la balance du côté des tortures et des décapitations réfutées par la version officielle. Amélie, 35 ans, a rapporté à 20 minutes que des gens hurlaient comme s'ils étaient torturés. Jusqu'au dernier moment, on a eu l'impression que les terroristes étaient derrière la porte. Mais en fait, c'était le GIGN qui était là. Ils nous ont sorti les mains en l'air. On vient de voir une scène d'horreur, des balles dans la tête, du sang partout, des gens morts partout. On a l'impression que c'est pas la réalité, c'est un cauchemar. Ou encore le témoignage relaté par Mirror d'une des 2 Anglaises planquées au sous-sol. Les hommes d'ISIS, armés de couteaux, les ont utilisés pour torturer leurs victimes blessées en leur tranchant leur estomac quand ils gisaient sur le sol. On retrouve beaucoup de points communs parmi les témoignages des survivants qui étaient restés cachés, pourtant à des endroits différents. Suffisamment pour qu'on puisse légitimement se poser des questions. Mais le témoignage d'Amélie et du policier qui est intervenu, ou de l'Anglaise qui s'était réfugiée dans le sous-sol, ont été discrédités car ils n'ont pas eu de contact visuel direct quand les potentielles exactions se sont produites. Une mère de famille raconte au journal Le Progrès ce que son fils policier a vu ce soir-là. J'ai regardé la télévision jusqu'à 3h du matin. Et puis, j'ai juste reçu un message de mon fils. Marc ne rentre à son appartement que dans la matinée. Il appelle alors sa mère. J'étais rassuré qu'il soit dans son lit. Il était fatigué. Il m'a dit qu'il devait porter 2 gilets pare-balles et un casque, que c'était très lourd. Et puis il m'a raconté que ce n'était pas beau à voir. Ce qu'il a vu est horrible. Il a vu des scènes de sang, des têtes coupées. Les membres de l'opposition affirment que les têtes décapitées dans la salle de spectacle sont le résultat des tirs et des explosions des gilets explosifs des terroristes, mais ils rejettent l'idée que cela puisse être le résultat d'une arme blanche, étant donné qu'aucune arme de ce type n'a été retrouvée. Cette version des faits est soutenue par François Molin et le directeur de la police de l'époque. Le président a posé une question lors du procès des attentats. Il a demandé à un enquêteur de la brigade criminelle si la lame retrouvée dans la voiture garée devant le Bataclan avait été utilisée dans l'attaque. Cette question peut sembler anodine, mais elle pourrait également être orientée, suggérant une possible implication de l'arme dans les tortures présumées qui auraient eu lieu dans la salle de concert. Il est particulièrement étrange de constater que les 3 terroristes qui ont attaqué le Bataclan, l'un des endroits avec le plus grand nombre de proies potentielles ce soir-là, n'avaient pas de couteau avec eux. Cela contraste fortement avec le groupe de 3 assaillants neutralisés en amont
qui avait non seulement des kalachnikovs, mais aussi 3 couteaux. De plus, le seul couteau appartenant au commando du Bataclan a été oublié dans la voiture garée devant la salle de spectacle. On peut se demander si les armes blanches ont été déplacées par les services de secours ou par les victimes elles-mêmes pendant les heures d'attente avant l'assaut de la BRI. Ou si tout simplement un complice qui n'a pas été identifié avait une lame et aurait réussi à s'échapper sans être repéré. Est-il possible qu'il y ait eu un 4e assaillant ? Certaines informations troublantes évoquées dans les rapports et témoignages pourraient légitimement susciter des interrogations quant à l'existence d'un 4e assaillant, bien que cette théorie ait été largement réfutée. Le rapport parlementaire relate mot pour mot une information selon laquelle un 4e terroriste armé serait parvenu à s'échapper parvient au PC de crise de l'EMPJ. Elle s'avérera inexacte. Le brigadier chef qui a témoigné précédemment a également rapporté les mêmes événements lors de son audition pour l'enquête parlementaire. À votre connaissance, ils étaient 3 sans aucun doute ? Il n'y a aucune chance qu'un 4e se soit enfui ? On est certain qu'ils étaient au moins 3, mais ils étaient peut-être 4. Les ondes retransmettaient les appels au numéro d'urgence de la police, le 17. On entendait parler de 3 individus, voire 4. Y avait-il un 4e homme dans la voiture des terroristes ? Un avocat rappelle que 4 ADN ont été trouvés dans la Polo garée devant le Bataclan. Celui des 3 terroristes, Foued Mohamed Agad, Ismaël Omar Moustaphaï, et celui d'un 4e homme, Sofiane Ayari, encore en vie, qui comparait à cette audience. L'avocat des parties civiles veut savoir s'il n'y avait pas 4 hommes dans cette voiture le 13 novembre. L'ADN de Sofiane Ayari se trouvait sur une couette et un MP4, rappelle le policier. Des objets qui peuvent donc avoir été déplacés. Un élément de plus qui peut nous pousser à croire qu'ils étaient bien 4. Un passage du rapport parlementaire mérite notre attention. Il concerne le commissaire divisionnaire qui, avec un collègue, a pénétré dans le Bataclan pour neutraliser un terroriste avant de faire demi-tour et d'attendre l'arrivée des unités spécialisées. Je cite le passage. Tout au plus, le commissaire divisionnaire X est-il en mesure d'indiquer qu'un des terroristes a été neutralisé et que les tirs ont cessé. En revanche, il explique ne pas connaître le nombre exact des terroristes, encore 2 ou 3, et ne pas savoir s'ils sont encore à l'intérieur. Le doute du commissaire quant à la présence d'un éventuel 4e assaillant a attiré mon attention et m'a incité à approfondir cette piste. En enquêtant davantage, j'ai découvert plusieurs témoignages de victimes qui corroborent cette hypothèse. À la sortie du Bataclan, il y avait une barrière. Eva essaie de l'enjamber, tombe et se coince la cheville. Là, à une dizaine de mètres, sur la gauche, elle voit un homme en tenue sombre. Il était calme, n'a rien dit, n'est pas venu vers nous. Et je crois qu'il avait une arme à la main. Je pensais qu'il allait m'abattre, disait-elle. Était-ce un complice des assaillants qui faisait le guet, ou le chauffeur, s'interroge-t-elle. Personne jusqu'à présent n'a parlé d'une personne à l'extérieur. Plus tard, elle racontera ce passage au policier qui recueillait les témoignages. Le dimanche d'après, elle ira à nouveau faire état de ses doutes au commissariat du 11e arrondissement. Eva le concède bien volontiers. Elle a vu ce visage une fraction de seconde et ne saurait le reconnaître. Tout est allé si vite. J'ai énormément de doutes. J'aimerais savoir s'il y a d'autres témoignages de gens qui sont sortis par l'entrée principale. À ce moment, il y avait très peu de monde à l'extérieur. 1 ou 2 pompiers. En dehors d'Eva, un autre témoin, Jean-Charles, se livre également au procès des attentats de novembre 2015, plusieurs années après les faits. Alors qu'il est en train de fumer une cigarette sur la terrasse du restaurant adjacent, les terroristes ont surgi devant lui. Dans son témoignage, il vient étayer la théorie du 4e assaillant. Ils sont arrivés au Bataclan, ils nous ont tiré dessus, se souvient-il, soulignant à plusieurs reprises qu'il a vu non pas 3 terroristes mais 4. Ils sont arrivés au Bataclan, ils nous ont tiré dessus. C'était pas une rumeur. Ils étaient 4, ils avaient des kalash. Lui s'est réfugié derrière un camion et a aperçu le commando pénétrer dans l'enceinte du Bataclan. Quand ils sont rentrés dans le hall, j'ai voulu entrer avec eux, parce que je suis stupide. Je suis un petit choix. J'ai toujours un couteau sur moi pour couper du saucisson. Ce soir-là, je ne l'avais pas. Le président l'interroge à nouveau sur le nombre de terroristes présents. Vous voyez les 4 armés ? Oui, Vous les voyez tirer tous les 4 ? non. Quand vous faites tirer dessus, vous ne voyez que l'arme braquée sur vous. Pourquoi le gouvernement aurait modifié la version officielle ? Il existe de nombreuses théories, notamment celle d'une volonté de préserver la paix sociale en protégeant les musulmans d'une potentielle vengeance, ou celle de minimiser les actes pour ne pas accabler l'islam. Certains avancent également que le gouvernement aurait pu cacher qu'un 4e terroriste se soit enfui, pour éviter d'ajouter d'autres erreurs au tableau. Tels que les militaires qui végétaient devant le Bataclan au début de l'attaque, car ils n'avaient pas l'autorisation d'entrer, ou les difficultés du GIGN à entrer en contact avec la BRI et le RAID. Cependant, ces théories sont basées sur des hypothèses, et il est important de garder un esprit critique et d'être ouvert aux corrections. En conclusion, il est légitime de se poser des questions sur les zones d'ombre qui entourent les attentats du 13 novembre 2015. Bien que l'on puisse avancer différentes théories, il est important de rester prudent et d'éviter de tomber dans le complotisme. Cette vidéo n'a pas pour vocation de détenir la vérité absolue, mais plutôt de susciter une réflexion constructive sur les événements tragiques de cette nuit-là. Si des erreurs ont été commises, n'hésitez pas à me corriger, car mon but est de chercher la vérité, dans la mesure du possible. Paix à l'âme des victimes, merci beaucoup à ceux qui m'ont prêté leur voix, et merci à mes donateurs. C'était le Kidam.